Qu'est-ce que la lactofermentation ? Qu'est-ce qui se passe dans les bocaux ? Pourquoi cette méthode de conservation revient aujourd'hui sur le devant de la scène ? Elle est notamment utilisée par les producteurs de sauces piquantes. Surtout depuis que des émissions de télé les font déguster à leurs invités. De la plus douce à la plus relevée. Mais les sauces à base de piment ont toujours accompagné les plats à travers l'histoire culinaire de l'homme. Aujourd'hui, c'est Ben qui s'assoit à la table de saveurs pour nous en parler. Les sardines grillées au barbecue avec les amis ? La branche de céleri dans le jus de tomate au Canada ? L'accord de la cerise avec le poivre de Timut ? Notre alimentation est source de nombreux souvenirs et d'émotions. Plongez dans les souvenirs gustatifs des invités. Des mots, des aliments, des plats et des émotions. Une émission pour vous donner envie de passer à table ou au fourneau. Saveurs, à vos papilles, une émission qui vous fera saliver. Bonjour Ben. Bonjour Lionel. Bienvenue dans Saveurs. Merci. Tu es un cuisinier professionnel et tu es surtout passionné par le piment. Exactement. Depuis plusieurs années, tu expérimentes tes recettes et explores de nouvelles méthodes de fabrication. Comment est née cette passion pour les sauces pimentées ? Ça part d'une soirée où une collègue avait apporté un piment au lieu d'un cadeau d'anniversaire. Moi qui ai voulu faire le malin, comme beaucoup, j'ai croqué dedans à pleines dents. Et je me suis retrouvé à genoux à saliver tout ce que j'ai pu. Et le lendemain, ils m'ont ramené le deuxième piment au travail en me disant « Tiens, t'as oublié quelque chose ?» Et moi, je me suis dit « Tiens, je l'ai au travail, je vais pas le laisser se perdre, quoi. » Puis je l'ai mis à confire tout doucement avec des cerises fraîches. C'était dans le Lot, exactement. Et ça a donné un coulis violet fluo magique, hyper brillant, et avec un piquant, vraiment des notes de la sucrosité et le piquant qui s'équilibrait complètement. Alors c'était un test, parce que c'est pas toujours comme ça les tests, hein. Ça peut être complètement à craquage, mais là c'était vraiment coup de bol, on va dire la chance du débutant. Et ça m'a donné un petit peu l'envie d'approfondir tout ça, quoi. Donc une sauce sucrée-salée, enfin sucrée-pimentée plutôt ? Ouais, je suis très sucré-salé, moi dans tous les cas, j'ai la goule sucrée comme ils disent dans le coin. Ok. On va découvrir ça pendant l'émission. Je te propose de piocher un premier mot dans la première boîte. Allez. Donc je rappelle aux auditeurs que les boîtes contiennent des mots en lien avec l'alimentation, la gastronomie ou avec les techniques de cuisine. Et le premier mot... Alors c'est comme marrant, c'est apéritif. Alors c'est le coup du sort. Moi, apéritif, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être la partie manger, la partie boisson. Et le piment, justement, là-dedans, s'associe à plein de choses. L'apéritif, ça peut être quelque chose à dipper, quelque chose à déguster, entre copains, en famille, en couple. Et aussi dans les apéritifs où on peut faire des mélanges, des associations de saveurs dans les différents cocktails, avec ou sans alcool, bien sûr. Donc, un cocktail avec du piment ? Ah ouais, un cocktail avec du piment, bien sûr. Une recette, comme ça. Faire macérer avec différentes fleurs, herbes aromatiques, menthe ou autres, un piment dans un sucre. Ok, un sirop à 30 si ça parle. Et après le laisser filtrer, laisser refroidir, et après s'en servir de base pour n'importe quel type de cocktail. Donc un sirop à 30, qu'est-ce que c'est ? Sirop à 30, c'est à 30% ou sirop à 40%. En gros, c'est 30% de sucre pour 100%, enfin pour un litre d'eau. Pour un litre d'eau, exactement. Donc un sirop, on met des herbes aromatiques, un piment, et après on vient l'additionner d'une boisson autre. On peut l'additionner avec du gin, par exemple, avec n'importe quel type d'alcool. Le mieux, c'est les alcools blancs, un peu neutres. Ok. Après, même pour le sans-alcool, avec n'importe quel type de jus de fruits. Et après, avoir quel type de piment, bien sûr, si on met du piment dans ces genres d'infusion. Et le doser, premier dosage, pour ensuite voir comment on peut le servir, quoi. Pas se faire surprendre. Ouais, j'imagine. Je pense que c'est un peu la vigilance à avoir avec le piment. Il en existe plein de différentes forces. Et quand on connaît pas, c'est vrai que quand on croque, on sait pas si on va se retrouver à genoux. Ouais, c'est ça. Ou si on est prêt à rattaquer une deuxième bouchée, ouais. C'est ça. Un souvenir, la première fois, donc le piment, là, on a eu une première explication, mais un autre souvenir d'un piment que tu as goûté une fois ? Un autre souvenir d'un piment que j'ai pu goûter une fois, alors c'est il y a pas si longtemps que ça, parce que là tu te dis quand on a l'habitude, quand on n'a pas l'habitude, mais même quand on a l'habitude, en fait, moi il faut que je les goûte, pas que je goûte, par exemple quand je fais des choses à la maison, et me faire surprendre en pensant avoir refait le même dosage exact et tout, puis y aller franchement, puis dire oh c'est bon, puis remettre une deuxième cuillère, et me retrouver à pleurer 2 minutes à avoir dégusté le trop, quoi.
Parce que déjà il y a uniforme au niveau de la puissance dans la sauce. C'est ça, parce que même les piments qu'on peut connaître et qu'on peut utiliser en fonction des années aussi, du soleil, des cultures, il y a plus ou moins de capsaïcine, donc la molécule qui pique dans le piment. On va en parler après. On en parlera plus tard. Ouais. Et du coup, même si on peut croquer un bout et on se dit ça va, une fois d'après, ça peut être c'est très tout l'un ou tout l'autre. Du feu, ouais. Donc effectivement, plusieurs piments dans la sauce, en fonction de la bouchée qu'on va prendre, c'est ça. Il va pas toujours se passer la même chose. Beaucoup de sauces sont faites par lactofermentation, mais est-ce que tu peux nous expliquer le principe chimique de la lactofermentation ? Le principe chimique de la lactofermentation, en gros, qu'est-ce qui se passe dans les bocaux ? C'est une conservation. Alors à la base, c'est la conservation par le sel. Beaucoup de gens sont surpris quand on parle de lactofermentation, genre ils le connaissent pas. Et en fait, c'est présent partout autour de nous et c'est un peu moyenâgeux en fait. C'est la conservation par le sel avant qu'il y ait les frigos, qu'on soit habitué à tout ce confort, on va dire, de vie. Et c'était en gros la conservation par le sel en créant ce qu'on appelle la fermentation lactique. D'où la lactofermentation qui n'a rien à voir avec le lait. Alors c'est la question souvent qu'on peut se poser et d'ailleurs quand j'ai préparé cette émission, c'est un peu la question qui est revenue, c'est pourquoi lactofermentation alors qu'il n'y a pas de lait ? Les gens, tu dis lactofermentation, ils pensent qu'on va tremper les piments dans du lait. Non, il n'y a pas de lait, tu nous le confirmes ? Oui, c'est pas le lait, le lacto comme le lait, c'est lacto comme lactique, voilà, qui est un type de ferment où en gros on va par un pourcentage de sel dans ce qu'on appelle une saumure, si ça parle à tout le monde. Donc une saumure, c'est une eau avec du sel. Une eau avec du sel en gros. Voilà, ça peut être une saumure aromatisée, mais là-bas c'est eau et 2 à 3% de sel. Ok. En gros. Et après on met cette préparation sur n'importe quel type de légumes, de fruits, s'il y a des lactofermentations de fruits. Et donc ça veut dire que le ferment lactique, il est présent dans le sel, dans l'eau ou dans le légume ? Alors c'est l'association de tout, c'est les. Je me suis noté ça sur les petites anti-sèches, mais. Parce que là c'est un peu plus technique, mais oui, on a besoin. En gros, l'acide lactique, ça va être l'association entre le sel, l'eau et les ferments naturels qu'il va y avoir dans la peau d'un légume ou ou du fruit. On a beau laver et relaver nos fruits et nos légumes, il y aura toujours une micro et infime particule de bonnes et de mauvaises bactéries. Et en gros, avec cette saumure, pour faire court, avec cette saumure, on va déclencher un peu, pour grossir le truc, ça va filtrer les bonnes et mauvaises bactéries. Et en gros, si le processus de mise en bocaux pour la fermentation est bien fait, parce que ça peut être aussi mal fait, si par exemple le couteau est mal lavé, le bocal est mal lavé, le support de la planche avec laquelle on va découper est mal lavé, ça peut apporter d'autres bactéries et du coup en fait créer une fermentation qui est pas la fermentation voulue. Ok. Tout ça ça paraît complexe, mais c'est juste des petites précautions à prendre. Ouais, puis c'est de l'habitude après. Ouais, voilà, c'est de l'habitude, mais je pense que tout le monde comme se laver les mains, comme voilà, ça tombe sous le sens. Et en gros après c'est donc le mélange de cette solution saline, on va dire. Plus les ferments et les bactéries naturelles qu'il y a dans le légume ou dans le fruit, qui vont se déclencher, faire tout leur petit travail. C'est du vivant en fait. C'est de la fermentation. Et ça lance une fermentation du coup lactique. Voilà. Et les ferments, alors c'est très important, toutes ces levures qu'il y a indigènes sur les aliments. C'est pour ça qu'il est préférable plutôt d'utiliser des aliments bio. Oui. Non traités. Exactement. Voilà, parce que certains traitements pourraient venir tuer toute cette flore naturelle présente sur le fruit ou le légume. Et même certains traitements sur la culture du légume, mais il y a aussi autre chose qu'on pense pas. L'eau, si on utilise de l'eau du robinet, l'eau du robinet, il faut la laisser s'aérer, parce qu'en fait le chlore qui est présent naturellement en infime partie, ça tue les bactéries, mais du coup ça va tuer le processus de fabrication qu'on va vouloir créer dans ce bocal. Bah oui. Donc attention aux aliments, attention à l'eau et le sel. J'ai cru comprendre qu'il fallait pas n'importe quel sel non plus. Il y a certains sels, les sels nitrités, les sels, et on se rend même pas compte, tous les sels bien blancs qu'on a l'habitude de voir dans nos assiettes, c'est pas naturel. Limite vaut mieux acheter, surtout que là par exemple on est dans une belle région où il y a beaucoup de marais salants, va faire marcher les petits producteurs déjà. Oui. Et puis c'est ce genre de sel qui est déjà naturel et qui va en plus apporter un meilleur processus. Tu m'as tendu une perche vers les producteurs. Comment tu te fournis au niveau de tes poivrons, de tes piments, de tes aliments et aussi du sel? Alors, le sel, je ne suis qu'un modeste cuisinier. Je ne prends pas forcément le temps d'aller voir les producteurs au niveau du sel, mais c'est vrai que c'est pas bête ce que tu me dis. C'est vrai que j'y pense même pas, tu vois, à prendre un fournisseur de sel
Pourtant, j'en ai moult des fournisseurs de plein de produits différents. Mais le sel, je prends quand même un sel de qualité, un minimum de Guérande ou autre. Après, pour mes légumes, j'ai mon fournisseur de légumes au travail qui lui, peut me permettre d'avoir une quantité de piment suffisante pour produire. Comment tu choisis le piment ? Alors, le piment, je vais le choisir déjà en fonction de la gamme, parce qu'il y a moult familles dans le piment. À savoir que le poivron, par exemple, fait partie de la famille des piments. Oui. C'est le moins fort, il est à 0 sur l'échelle de Scoville. C'est le piment le moins puissant. Après, il y a le piment végétarien et ça monte avec les jalapenos, etc. Donc, je vais déjà choisir en fonction de ce que mon fournisseur peut me fournir. Hein, tout bêtement. Déjà, ouais, sur le catalogue. Ouais. J'ai essayé, comme on parlait tout à l'heure, j'ai essayé d'en faire pousser moi chez moi dans mon jardin, sauf qu'on n'a pas vraiment la terre et le soleil voulu. En particulier ces derniers mois. Ouais. En particulier cette dernière année aussi. Oui. Mais du coup, ouais, je me fournis bêtement avec ce qui peut m'avoir et en ayant quelques critères quand même de certains produits que je recherche, surtout ceux que je connais en fait. Ouais. Parce que ça peut être aussi partir dans l'inattendu et avoir quelque chose de beaucoup trop violent et intravaillable à mon niveau, quoi. Trois types de piments que tu utilises fréquemment. Alors les jalapenos, ouais. Jalapenos qui sont les plus basiques et ce que je conseille le plus. Les piments habanero. Oui. C'est ce qui est très drôle, c'est qu'il y a plein de types de piments et c'est un des piments qui est assez violent comme le habanero. C'est le plus facile à avoir dans les supermarchés, qui est vendu sous forme, ils appellent ça le piment antillais. En gros, le piment antillais, c'est l'habanero. À savoir que les piments, plus ils sont moches, plus ils font mal. Ok. Par exemple, le Carolina Reaper, ça c'est donc le troisième que je pourrais te parler. Troisième que je peine à avoir, il faut que je précommande presque un mois et demi à l'avance. Mais il est très très moche. Okay. Avec une petite pointe au bout, hyper biscornu et tout, et il est particulièrement vicieux. Il attaque vaporeux, il pique les yeux, il pique la gorge et on est à combien mains. Sur l'échelle de Scoville en moyenne ce qui me semble qu'il est assez haut lui. Hein. Alors tu vois par exemple en niveau échelle, le jalapeno ça va être 5000 à 7000 sur l'échelle de Scoville, donc c'est quelque chose de léger, un peu moins que le Tabasco clairement. D'accord. Si on peut citer la marque. Et au-dessus tu vas avoir l'habanero qui est entre 300 et 500 000. Ah oui, quand ça même. Commence. Ah oui, on passe une et échelle. Le Carolina Reaper, c'est 1 800 000. Ok. En fait, le Carolina Reaper, c'est l'ancien piment le plus puissant du monde depuis 2018. Il y a Ed Curry, qui est une espèce de chaman du piment aux US, qui, lui, il fait des pollinisations à la main. D'accord. Il fait l'abeille, en gros, il vient avec un petit collet, avec une petite aiguille, polliniser une fleur d'un autre piment. Il prend les plus moches et les plus violents qu'il a pu lui-même créer. Et il a créé, là, depuis 2 ans, il a créé le Pepper X, qui monte à 3 800 000. Wow. C'est de l'indécence. Je vois même pas l'utilité, le terme pour parler de ce bilan-là. Il y a un aspect complète biologiste en fait. Quoi. C'est ça. Voilà. Après, oui, gustativement. Il n'y a pas de recherche gustativement. C'est c'est vraiment pour. D'accord. Exactement. C'est juste pour atteindre des sommets. Ouais. Très bien. Donc apéritif, on a vu, on fait un sirop, une infusion, tout ça. Plutôt dans la partie à manger, le piment à l'apéritif, comment on le mange ? Eh ben, par exemple, si c'est un piment très léger comme le piment jalapeno, on peut faire ce qu'ils appellent des bonbons de cow-boy. Si je dis pas de bêtises, des bonbons de cow-boy, c'est style pickles, donc sucre, sel, poivre, la base du 1, 2, 3, une dose de sucre, 2 doses de vinaigre et 3 doses d'eau. Ok. Donc 1, 2, 3. On mélange le tout, on fait chauffer jusqu'à ce qu'il y ait dissolution du sucre, en gros, dans l'eau et le vinaigre blanc, ou vinaigre de ce que vous voulez. Oui. Et après, on met ça à chaud en fonction. Si c'est un fruit ou un légume qui a poussé sous terre, on met à chaud sur le légume taillé, épluché taillé. Si ça a poussé dans un arbre, dans les airs, donc ça a une chair plus tendre, on le met à froid ou tiède pour éviter de trop attaquer le produit. Ok. Sinon, ça va faire de la purée, en gros. Ah oui, c'est ça. Oui. Et là, on a des pickles. Des pickles de fruits, c'est une dinguerie. Et en gros, on peut faire un pickles de fruits avec 1 ou 2 piments dedans pour faire quelque chose de légèrement piquant, parce que c'est quand même un peu un exhausteur de goût, hein, le piment. Hein. C'est comme le poivre, comme le sel. Sinon, on peut juste faire des bonbons de cow-boy. Donc, c'est des piments taillés en petites rondelles, mis en pickles et qu'on picore comme ça. Il se repasse une fermentation, là, une fois qu'on a mélangé eau, sucre, vinaigre. Alors là, c'est pas pareil. C'est pas vraiment c'est plutôt une macération. Ouais, c'est plus une macération, une infusion plus qu'une fermentation. Ok. En gros, on va mettre. Après, il y a quand même une étape de conservation en faisant ça. Le sucre qui va conserver. D'accord. Le vinaigre qui va conserver. L'eau, c'est plus pour faire une dissolution du goût, pour que ce soit pas trop fort, et pour faire un bain comme une saumure, en gros. En fait, un jus de pickle, c'est une base de saumure avec du sucre et du vinaigre, en gros.
Alors celle-là, c'est une saumure sucrée. C'est une saumure sucrée vinaigrée. D'accord, ok. En gros. On peut employer le mot de saumure si c'est du sucre? Eh ben, même Allez, avec on 16 ans de s'autorise. métier, je ne saurais pas te Ouais, dire. bon, d'accord. On ira fouiller tout ça. Ok, donc on a vu bonbons de cow-boy et petit sirop de piment à l'apéritif. Ouais. C'est bon, on y est. Je me note de goûter ça dans les meilleurs délais. Et moi, je vais t'inviter à piocher un deuxième mot, toujours dans la première boîte. Allez. Sachant qu'apéritif, normalement, aurait dû être dans l'autre boîte. Ah, je pense que c'était un piège. Là. Non, je pense que c'est les boîtes vivent et les mots changent. Voilà, melon. J'ai pioché melon. Et bah sur le terme souvenir, c'est très très drôle que je tombe sur des mots comme ça. Sur le terme souvenir, mes parents viennent des Deux-Sèvres. Et j'ai le souvenir qu'à chaque fois qu'on allait voir mes grands-parents, donc c'était une semaine sur je sais plus combien, on s'arrêtait toujours prendre un melon, le melon des Deux-Sèvres, qui pour moi est le melon indétrônable. Vous pouvez en faire en Vendée, ça sera pas le même. On s'arrêtait acheter un melon sur le bord de la route chez un petit paysan, et toujours le même. Et le gars, je pense que j'y retourne, il est plus présent maintenant. Hein. Son fils peut-être. Mais peut-être son fils. Ouais. Mais pour moi, c'était toujours le même gars qui vieillissait pas. C'est marrant que je tombe là-dessus. Ouais. Et donc, le melon, comment on le mange le melon, moi, le melon, je le mettrais en bon classique, genre swabi à l'apéritif, encore une fois. Hein, okay. En melon, moi, le melon, je le mange avec du sel, par exemple. Ça, c'est vrai qu'il y en a qui salent et qui salent pas leur melon. Moi, je le sale, c'est de famille, je pense. Je sais pas si c'est héréditaire ou quoi. Mais le melon, je le sale parce que ça développe les notes et le goût du melon. Donc tu coupes le melon, tu le vides? Je le coupe, je le vide, je peux le laisser, je coupe des tranches, ouais. Puis après je coupe des petits carrés, mais sans enlever la chair, comme ça je peux le retourner par la peau. Oui, d'accord, je vois. Et puis je le sale et je le boulotte. Tu saupoudres du sel dessus. Fleur de sel de préférence. Fleur de sel, on est d'accord. Et c'est parti comme ça, ok. Et je le boulotte. Très bien. Exactement. Une recette avec du melon? Une recette avec du melon, maintenant qu'on peut avoir par le biais de plein de magasins, même par Amazon, les machines sous vide par exemple, avec à moindre coût. Alors c'est pas aussi puissant que les machines professionnelles, mais même avec une petite machine, ça se fait bien. C'est osmoser du melon. Donc c'est découper, enlever la peau. Là, c'est récupérer un beau quartier quand même. Donc le couper en deux, le vider, enlever la peau. Ça s'appelle l'historier d'ailleurs, si vous voulez des termes. Ok. Et après le mettre dans une poche sous vide, soit avec un petit peu de piment d'Espelette, sel, poivre, tout bêtement, ou un jus de citron yuzu, ce que vous voulez, ou jus d'agrumes. Et ensuite le mettre sous vide. Et en gros, ça va l'écraser. Et le fait de compresser avec un jus ou avec un épice, ça va cuire par le froid, mais par la pression. Ok. Et du coup, là, ça s'appelle osmoser. Osmoser, d'accord. C'est le principe de. Et ça va le rendre plus. En gros, ça va être un peu comme une fermentation, c'est bête, mais un peu comme la fermentation où ça va être pas cuit, mais pas cru. Oui, d'accord. En gros, ça va casser la fibre. Ça va faire rentrer les saveurs. Parce que le citron, après, c'est actif, on va dire quand même. Le citron, alors il y a l'acidité, c'est pour ça que si on fait si on osmose avec le citron, limite on peut faire avec du zeste, pas du ziste. D'accord. La différence du zeste et du ziste, tu l'as? Oui. Ouais. Le blanc, coloré, le blanc, c'est le ziste. Et bref, plus utiliser le zeste pour éviter d'avoir la partie acide qui viennent ronger et attaquer la chair. Ou alors si on fait ça avec un jus, pas laisser trop longtemps dans la poche sous vide. Ok. Si on le fait avec les zestes, combien de temps sous vide? Après, il y a plus de. Là, c'est conservation. Je dirais, ça peut se manger dans une semaine. Ok. On met au frigo et on laisse faire. On ouvre la poche. Comment on sert ça après? Bah, on peut le servir juste sur une tartine de beurre, parce qu'en Bretagne, en Vendée, tout se fait avec une tartine de grillé de beurre. Tout est meilleur avec du beurre. C'est vrai. Je l'entends beaucoup trop, ça. Ouais. Mais oui, bah soit sur une grillée avec du beurre demi-sel, bien sûr. Ok. Soit juste. Oui, parce que là, pour le coup, on se retrouve avec une espèce de confiture, en fait. Bah, en fait, ça fait quelque chose, mais qui se tient. Par contre, il y a quand même une texture. Il n'y a pas le croquant. C'est quelque chose de tendre. Mais on n'est pas sur une confiture parce que c'est pas liquide, sirupeux. C'est quelque chose de quand même. Il y a quand même de la mâche, quoi. Il y a de la mâche, ouais. Ok. Un autre souvenir avec le melon. Un autre souvenir avec le melon. Où est-ce qu'on peut fermenter le melon? Oui, mais tout peut se fermenter. Tout peut se fermenter. On peut faire des pickles de melon. Fermenter du melon, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais j'en suis persuadé que ça se fait parce que tout se fermente. Mais le problème, c'est que pour moi, le sucre va être transformé en fait le sucre va être mangé par les bactéries qui vont devenir la lactofermentation, donc les bactéries lactiques.
on va dire, et du coup, ce sucre peut se transformer même en alcool, limite. Eh oui. Et après, donc ça va plus être une fermentation alcoolique, et après, ça peut même se transformer en fermentation acétique si on le garde trop longtemps. Qui donnerait le vinaigre. Qui donnerait du vinaigre, exactement. Voilà. On peut faire un vinaigre de melon, par contre, et là, ça, c'est fou. Ah, ça me plaît, ça. Ça me plaît. On va revenir un petit peu sur la lactofermentation. On a compris le principe. En France, quel serait l'aliment, pour présenter la lactofermentation à tout le monde? C'est quoi l'aliment ou le plat que tu mettrais en avant? Le chou, la choucroute de base. Je pense que c'est aussi avec nos générations un des plats perdus aussi, ça. Quelque chose qu'on veut pas manger comme le chou de Bruxelles ou autre. Mais le chou, la base de choucroute, c'est ce qui représente à mes yeux en tout cas le plus la lactofermentation. En gros, c'est juste mettre... Alors normalement, moi ce que je parle de lactofermentation comme moi je peux faire avec les piments, comme on a l'habitude de faire là maintenant et qui revient énormément dans beaucoup de restaurants, c'est par 2% dans 1 litre d'eau et ensuite on met cette solution saline dans un bocal avec des légumes. Okay. La lactofermentation par le chou, pour la choucroute, c'est le pourcentage de sel au poids du légume sans eau. Et ensuite, on le met dans un bocal, un peu comme... Donc 1 kg de sel pour 1 kg de chou. Non. C'est 2%. Ah, 2%, pardon. Les 2 à 3% en fonction de... en fonction du légume, de la chair, si c'est un solide, un plutôt dur ou tendre. Par exemple, en gros, on fait comme on peut faire avec un concombre. Ça, on a tous fait, je pense, quand on était enfant, de mettre du sel sur un concombre qu'on vient de tailler, fraîchement taillé, pour le faire dégorger de son eau. Ouais. En gros, là, c'est la base au début, le tout début pour lancer une fermentation, une lactofermentation avec du chou pour une choucroute. C'est de mettre 2 à 3% du poids du chou mélangé sur le chou taillé, le laisser un peu, le mélanger, le brasser, le laisser reposer, le récupérer, le presser pour enlever son jus. Et ce qu'on vient de presser, ensuite, on le met dans un bocal et on le ferme et on le lance en fermentation comme ça. Ok, d'accord. Et en gros, une fermentation, à savoir que la lactofermentation, c'est 30 à 45 jours de fermentation, si elle est bien faite. Il faut toujours avoir un œil sur ce qu'on fait à la maison. Regardez s'il n'y a pas eu une bactérie, une mauvaise peau qui se fait par-dessus. Et au bout des 45 jours, si c'est bien fait, sans qu'on l'ouvre, ça devient du vieillissement. C'est-à-dire que ça va pas évoluer au niveau gustatif, ça va évoluer au niveau de la texture. Donc un peu comme je disais tout à l'heure, c'est pas cuit mais pas cru. Ça va jouer sur la texture et la conservation va se faire au bout de 45 jours. C'est-à-dire, donc, par exemple, je reste sur mes jalapeno. Bien sûr. Je les nettoie, je les coupe, je les mets dans mon bocal, je mets 1 litre d'eau et donc 30 grammes de sel. Voilà. Je fais attention à ce que mes aliments ne soient pas en contact avec l'air. Exactement. Donc un poids, par exemple. Je mets un poids, voilà, pour faire en sorte que tout soit bien plongé dans le liquide. Exactement. Je ferme mon bocal avec un joint et je laisse. C'est terminé. Non, tu as une autre... Moi, j'aurais été... Enfin, ça dépend des quantités, de la taille du bocal, la quantité que tu peux faire chez toi, par exemple. Ah, je suis sur un bocal d'1 litre, on va dire. Un bocal d'1 litre, oui, tu peux laisser le joint. Au pire du pire, si la pression devient trop forte pour 1 litre, le joint va peut-être se lever un petit peu, mais ça va pas péter comme ça. Mais par exemple, si quelqu'un veut faire plus d'1 litre, moi, je fais des bocaux de 5 litres. Ouais. C'est clairement une bombe qu'on peut créer en faisant ça. Donc si vous avez quelqu'un que vous aimez pas, vous faites ça sur 5 litres, vous fermez bien. Et vous le déposez chez lui. Vous le déposez chez lui. Ok, et vous laissez les jours se passer. Vous laissez fermenter. Ouais. Ok. On sent le vécu un peu. Non, du tout. Du tout. Du tout, mais c'est une idée. D'accord. Non, mais le vécu, même à la maison, c'est-à-dire les bocaux qui bocaux explosaient à la maison. Oui, les bocaux, je les ai vus. Des fois, j'entendais, je me lève le matin pour aller au boulot, je bois un café. Puis au-delà de cette machine infâme qui fait un bruit monstre de machine à café instantanée, là, j'entends un psst. Puis je me dis, c'est bizarre, j'ai une fuite d'air, de gaz. Puis j'ouvre mon placard avec tous mes bocaux et là, j'en vois un qui mousse, qui a dégueulé partout. Excuse-moi du terme. Non, mais c'est le mot en plus. Du coup, là, je me suis dit, je vais enlever les joints, comme ça, l'air, ça peut... En fait, on peut laisser le joint, ça va se compresser, peut favoriser la pression. Ça va empêcher qu'en fait, l'air puisse venir apporter une mauvaise bactérie. C'est ça, oui. Mais si on met, par exemple, un torchon style les compresses qu'on peut avoir pour une blessure ou autre, ça, à la place du joint, ça va venir faire un filtre. D'accord. Ça va permettre à l'air de passer, mais pas les bactéries de revenir. D'accord. Par exemple. Oui, donc c'est pas obligé d'être vraiment hermétique, quoi. Non. Il peut y avoir un petit peu d'air qui rentre. C'est pas gênant. C'est ça. Ok. On est d'accord, de toute façon, la solution avec l'acide lactique, il va devenir acide. Oui. Et va donc favoriser ou défavoriser, en tout cas, le développement de certaines bactéries. C'est ça. Ça va filtrer les bonnes et les mauvaises, on va dire.
Alors, et récemment, on a entendu quelques soucis avec des conserves. Alors, plutôt des conserves, pour le coup, c'était pas de la lactofermentation. On entend parler du botulisme, par exemple. Mais de ce que j'ai cru comprendre, le botulisme ne se développe pas dans les solutions acides. C'est ça. En gros, c'est ça. C'est pour ça que le sel et la partie solution saline et acide lactique va venir travailler. Ça va faire un petit peu comme le petit gendarme qui vient filtrer les bonnes et les mauvaises bactéries. Un peu comme dans notre corps, bêtement, où quand on peut avoir des brûlures d'estomac ou autre, c'est que notre corps réagit à quelque chose qui ne se passe pas convenablement à l'intérieur. Là, c'est pareil, ça va venir filtrer les bonnes, les mauvaises bactéries. C'est pour ça qu'il faut bien nettoyer ses ustensiles, sa planche, ses mains, ses légumes, pour favoriser un maximum les bonnes bactéries. L'arrivée de bonnes bactéries, je veux dire. Tu as parlé des brûlures d'estomac, mais le piment est forcément associé aussi aux brûlures, au feu. Eh ben, détrompez-vous. Ah, alors détrompe-toi. Je suis personnellement facteur de grosses brûlures d'estomac. Ok. Je compatis. Bête, c'est héréditaire, donc voilà, ça arrive. Et ben, les brûlures d'estomac, alors le piment, ça brûle à l'entrée et à la sortie, oui, mais ça, pas dedans. Non, je parle de la brûlure dans la bouche, moi. Je crois que tu me parlais de brûlure d'estomac, parce que les gens ont peur aussi. Ah non, je parle vraiment de la brûlure dans la bouche. Quoi. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça brûle dans la bouche? Alors, qu'est-ce qui brûle dans la bouche? C'est la molécule, la capsaïcine. C'est une molécule, en gros, qui va faire croire à ton cerveau que ça brûle. Donc, il y en a des plus ou moins puissantes, des plus ou moins longues sur la durée. Et en gros, ça va faire croire à notre cerveau qu'on a une brûlure. Et rien peut y faire. On peut mettre de l'eau. Si la capsaïcine, ça se dissout dans les matières grasses et dans l'alcool pur. Ok. Donc, par exemple, boire du vin ou de la bière, ça sert à rien. D'accord. Mais un shooter d'eau de vie, ça peut aider. Un shooter d'eau de vie, ça avec peut aider. modération, je le rappelle. Exactement. Ou alors matière grasse, style du lait, mais alors du lait entier, comme ça, il y a vraiment la partie grasse qui vient en fait diluer, dissoudre la capsaïcine. Là, elle se décroche. Ok. Et là, ça calme le feu, Donc feu une bonne tartine de pain beurre. Voilà, on y revient. Ça fonctionne pour éteindre le feu. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a ce feu, on a ce sentiment de feu, alors qu'il n'y a pas de flamme, il n'y a rien qui brûle. Comment le corps réagit à ça? Qu'est-ce qui explique qu'on ait envie de manger quelque chose qui brûle? Eh ben, c'est que justement, ce côté, un peu comme un sportif de haut niveau dans les sports extrêmes. En gros, notre cerveau, vu qu'il va avoir un signal de quelque chose qui brûle et qu'il ne peut pas le gérer, il va dégager des endorphines. Ces endorphines-là vont nous donner de plus en plus. En fait, bêtement, vu qu'il y a ça, qu'on développe ça, on a envie d'y retourner même si ça fait mal. Ouais, l'endorphine crée un sentiment de plaisir. C'est ça, exactement. Comme après, effectivement, un exercice sportif de haut niveau, oui. On a mal, mais on est content, quoi. Oui, on veut y retourner. Parce que le cerveau produit cette endorphine, quoi. C'est ça. Ok, donc c'est ce qui se passe avec le piment dans la bouche. Exactement. Ok, j'avais la question effectivement de comment éteindre le feu, mais on y a répondu. Ah, désolé. Non, mais c'est très bien. On a parlé donc du piment. Comment on accorde le piment? Avec quoi on accorde le piment et les sauces pimentées que tu expérimentes? Ben, moi, je dirais que ça, c'est les goûts et les couleurs. Clairement, avec quoi on l'accorde, c'est avec ce qu'on aime, avec ce qu'on a envie d'essayer aussi, parce que par exemple, tout bête, mais piment au chocolat, ça match. Piment tout et n'importe quoi, je dirais que ça marche. Je suis du genre comme on disait au tout début de l'émission, sucré salé, beaucoup. Et un plat en particulier que je sais pas, que tu recommandes pour les gens qui veulent tester une sauce pimentée. C'est là que je serais pas objectif parce que moi j'en mettrais partout. Ouais. J'en mettrais partout et j'ai en tête des desserts, j'ai en tête des entrées, un fromage parce que justement il y a le gras et du coup ce gras là, par exemple, on peut voir qu'il y a beaucoup de styles en Martinique. Ils mangent des piments qui explosent la tronche et du coup c'est beaucoup des plats qui sont quand même relativement gras. Des plats style le mafé avec du beurre de cacahuète, quelque chose de très gras. Et en fait, ce gras-là, comme on disait il y a 2 minutes, va calmer le feu du piment. Mais du coup, eux, ils l'optimisent pour pouvoir manger plus de piment. Ouais, mais pour le faire durer peut-être, ouais. Exactement, pour pouvoir avoir cette découverte d'autres piments, d'autres saveurs. Parce que le piment, c'est quand même des goûts, c'est pas que du piquant. Il y a ça aussi. Alors, il y a vraiment des goûts différents sur le piment? Ouais, vraiment, ouais. Ouais, il y a des piments, par exemple le habanero que au début j'adorais, au final maintenant que c'est pas que j'exècre, mais je m'en suis un peu écuré. Ouais. Le habanero par exemple, c'est l'exemple type. Ça va être un piment avec des saveurs assez amères. Vraiment, c'est vraiment un côté amer en fond de bouche. Alors qu'il y a certains piments qui sont même plus forts que le habanero, comme le Carolina Reaper, où lui t'as vraiment des notes limite sucrées, fruitées, florales.
Il y a vraiment, après, c'est vraiment là, quand je débat et quand j'en parle comme ça, c'est vraiment avec une recherche profonde. Si vous croquez comme ça dans un piment, vous n'allez pas tout de suite vous dire c'est floral, vous allez vous dire que ça arrache la gueule, c'est tout. Oui, c'est ça. Alors, après, il peut se poser une question. Comment toi, tu vois l'évolution de ton palais suite aux dégustations des différents piments? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus réceptif, moins réceptif, ça te brûle moins Eh ben, alors ça, c'est périodique, je dirais. Mais il y a quand même quelque chose il y a une accoutumance réelle, hein. Il y a une accoutumance parce que du coup on en mange, ça donne envie d'en manger plus. Du coup on en mange plus, puis on veut découvrir autre chose. Puis un jour on se brûle un peu trop, du coup on se calme on un se peu. dit attention, mais j'y retournerai peut-être plus tard. Mais à un moment je vais me brûler, mais il y a tout. Mais ça, il y a quand même une accoutumance qui fait qu'on peut plus facilement en mettre. Ma compagne par exemple, qui est l'exemple même, où au début justement moi je suis genre tout ou rien, donc je vais commencer à faire des tests tout seul, et puis on va manger le soir et oh putain t'en as encore mis partout. Au final maintenant elle prend les bouteilles et puis elle en tartine partout, voilà. Ok. Alors qu'avant elle avait pas de, là il y a une accoutumance réelle, visible, qui s'est fait, quoi. Et on s'habitue et on l'apprécie plus, ouais. Exactement, et du coup on cherche à le développer. Ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement de tes recettes, de tes expérimentations aujourd'hui, c'est quoi les sauces que tu réalises? Alors là, pour l'instant, j'ai une base de 4 et qui sont vraiment finies avec la petite étiquette qu'un copain me fait, tout ça. Vraiment fini, qu'il y a eu 4 ou 5 prototypes de chacune que j'ai fait goûter en soirée à des copains. Ça commence à la base de ça, hein. À la base, je m'étais amusé comme ça, à faire une fermentation à la maison, après avoir eu l'expérience au travail, comme je disais dans le Lot, là. Du coup, après, j'ai fait mes petites expériences et j'ai un copain qui m'a dit, tiens, mets-les en bouteille, ce serait trop cool et tout. Et du coup, j'ai fait une gamme de 4 bouteilles. Donc une moins forte, une moyenne, un peu plus forte et une complètement indécente, histoire de vraiment satisfaire tous les palais, quoi. Ouais. Tu veux du feu? En voici. Du feu, quoi, tu fumes? Non, mais... Non. Et du coup, oui, il y a une gamme donc de 4 avec la première où ça va être plus une sauce tomate provençale au jalapeno, donc très infime, un peu chutney, quelque chose de crémeux, onctueux, qui est, je vois quand j'en fais goûter à des copains, ils en font goûter à leurs enfants. Il y a pas c'est pas monstrueux, au contraire, c'est clairement de la découverte pour ceux qui n'aiment pas le piment en soi. Okay. J'ai plein de gens qui me disent, ah non, moi le piment, non. Ben justement, goûte celle-ci. Ouais. Ça. Okay. Ah ouais, et au final, là, en fait, je me dis, c'est pour moi une petite victoire, parce que je fais découvrir quelque chose à quelqu'un, et dans le fond, c'est un peu mon but quand même. Oui, c'est de démocratiser la sauce pimentée. C'est exactement ça. On a loupé une étape. Pour l'auditeur, donc on reprend nos jalapenos, on les met dans le bocal, on met de l'eau, on met une saumure, donc de l'eau et du sucre. On laisse fermenter 30 à 45 jours. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ah oui, parce que oui, on peut... ça devient pas une sauce. Quand on ouvre le bocal, ça devient pas une sauce. Exactement. Il y a plein de vidéos, que ce soit sur YouTube, sur Internet, parce que maintenant, grâce à Internet, on a accès à énormément de choses. Malheureusement, on a accès aussi à énormément de bêtises, je dirais. Parce qu'il y a des gars, par exemple, que j'ai pu voir, moi, au tout début, où j'ai essayé de peaufiner, et puis j'ai pas science infuse, donc forcément, il faut faire un pas en arrière, regarder en avant. Et du coup, il y a des gars qui disent qu'il faut mettre à fermenter, puis après, il y a juste à mixer, puis mettre dans une bouteille. Alors là, c'est archi faux. Si vous faites ça, consommez-la très vite. Ouais. Parce que vous créez une bombe, mais là, une vraie petite bombe que vous mettez dans votre frigo, et là, quand vous aurez besoin de le nettoyer, le frigo, m'appelez pas. Mais c'est parce que la fermentation va continuer, en fait. Exactement. On va même reprendre, ouais. Même si on le mixe, c'est des microbactéries, donc le mixeur, elle s'en fiche. Oui. Et limite, on va réactiver et leur donner encore plus de chance, parce qu'on va déjà manger la matière qu'elles sont en train de... Quand il y a une fermentation, en fait, la matière va devenir plus molle. Comme on disait tout à l'heure, le pas cuit mais pas cru. En gros, ça va devenir plus mou, plus tendre. Parce que les bactéries sont en train de le manger, de le transformer. Ouais, de détacher les cellules, ouais. Quand cette transformation est faite, on a une base de piment fermenté. Cette base de piment, après, on peut juste la mixer, la faire cuire. En gros, le fait de monter en température au-delà de 80 degrés, ça va tuer 85 degrés exactement. Ça va tuer ça va bloquer, en fait, la fermentation, donc tuer certaines bactéries qui lancent cette fermentation. Donc là, il n'y a pas de risque que ça refermente. D'accord. 85 degrés. En gros. Une fois que c'est cuit, après... je sors mes jalapenos, je mets ça, j'enlève la saumure. Tu peux la garder. En fait, tu peux l'enlever ou la garder, ça va dépendre de la texture que tu veux. Si tu veux avoir quelque chose de style chutney, crémeux, que tu veux mettre en pot et pas en bouteille, parce que c'est pareil, en bouteille, quelque chose de trop épais, si tu veux taper derrière, ça sera ennuyeux. Mais en gros, oui, c'est ça, tu enlèves le jus, tu mets dans ton mixeur et ensuite tu mixes. Et petit à petit, en fonction de la texture que tu veux, c'est au goût de chacun, tu peux soit remettre du jus, soit même mettre
tout ton jus et après filtrer pour enlever la pulpe aussi. Ok, oui, tu peux faire l'inverse, ne garder que le jus, ouais. Tu peux, en gros, tu vas mixer et ensuite filtrer pour enlever la pulpe et garder le jus plus toute cette matière qu'il y a dans la chair, etc. Ok, donc admettons, on choisit cette option-là, je mixe, je filtre, donc j'ai mon jus, je le fais cuire ensuite ? Oui. 85 degrés. Après, il n'y a pas vraiment de... C'est monté à une ébullition, déjà, ça monte à... En gros, c'est vapeur 90... Enfin, non, c'est... Début d'ébullition 90, vapeur 100 degrés. Oui, voilà. Oui. En gros. Ouais. Donc, première ébullition, déjà, ça arrive. Donc, mettre à frémissement. Ok. Là, on aura à peu près un 80, 90. Pas besoin de sortir une sonde non plus. Oui. On peut, mais... Ça bout, ça frémit, c'est bon, on arrête. La température arrivée. On met en bouteille. Oui. Et c'est terminé. Conservation ensuite ? Ça va dépendre si on met en bouteille, directement avec un bouchon, un peu comme quand on fait une confiture à chaud. Ouais. Et on retourne. Ouais. Ça peut se garder très longtemps. Déjà, tant qu'on l'ouvre pas, ça peut se garder assez longtemps. Normalement, oui. Après, on n'est pas à l'abri. Justement, si, imaginons le taillage, la fermentation, il y a eu une bactérie qui est passée à travers, on n'est pas à l'abri. Faut pas oublier qu'il y a des choses, il y a des bases. On le fait soi-même, c'est bien. Mais il y a des fois des petites précautions à prendre qu'on fait pas attention. Et oui, donc, oui. ça peut se garder comme pas se garder. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Oui, ça reste du vivant. Donc ça bouge. Exactement. Il y a tout ça, ouais. Je sais pas, un conseil Déjà, quand on fait une saumure, qu'on parlait tout à l'heure, un petit conseil tout bête que je me suis fait surprendre moi-même en tant qu'amateur, hein, et je le suis toujours, je considère toujours que je le suis. Hein. Je me suis fait surprendre à mettre, par exemple, de l'eau du robinet, comme je disais tout à l'heure. Le petit conseil tout bête, c'est son eau avant de l'utiliser, avant de faire sa saumure, la faire bouillir. Faire bouillir, qui va tuer les bactéries, enlever le chlore, faire évaporer tout ça, avoir une eau un peu style déminéralisée, hein, une eau propre, on dirait à peu près, pour pouvoir lancer sa fermentation. Ok, faire bouillir l'eau avant. Ok, bon, on a la base des sauces. Le temps file et nous avons toujours pas pioché de mots dans la deuxième boîte. Donc, je vais t'inviter à piocher un mot dans la deuxième boîte. Donc, nous avons eu apéritif. Allez écouter, si vous êtes tombé sur le podcast à ce moment-là, écoutez le début. Une petite recette de pickles et d'apéritif à réécouter. On a eu ensuite le melon et le troisième mot. Le troisième mot, c'est fin et finesse. Alors, fin et finesse, c'est... Qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors, en cuisine. Ça m'évoque plusieurs choses. Après, les deux mots en même temps, je ne sais pas, mais fin et finesse, ce serait plus le côté, le côté rigoureux, même en faisant des essais ou autre. Où au tout début, je faisais ça à la va-vite. Alors, je vois ça de ma fenêtre, hein, mais je faisais ça à la va-vite et du coup, j'avais tendance à me dire oui, c'est bon et tout, parce que des fois en cuisine, on est comme ça, on fait tout un peu vite parce qu'on n'a pas le temps. Faut aller vite, parce qu'il faut aller vite. Quand il y a des fois on veut faire de la conservation parce qu'on veut pouvoir en offrir aux amis ou autres, et que au final la bouteille continue de fermenter. Ça, c'est justement l'exemple que j'avais eu où j'avais pour le premier essai, j'avais pas fait chauffer. Du coup, j'avais pas tué la fermentation et du coup, j'avais pas eu la finesse de la finalisation complète de ce que j'avais pas d'aboutissement. Du processus, ouais. C'est ça. Du coup, j'avais offert une mini grenade. Mes copains qui m'ont dit, sympa, merci, le frigo est flingué, quoi. Voilà. Tu pourras venir nettoyer le frigo. Est-ce que c'est un fin ou finesse? Est-ce que c'est un qualificatif qu'on peut donner à une sauce pimentée? De trouver que c'est fin ou pas? Non, oui, si c'est bien associé. Je sais que en toute modestie, je sais que j'ai 2-3 amis qui m'ont dit qu'il y a certaines qui eux sont même plus férus de sauces piquantes que moi, qui en ont plein leur frigo. J'en ai pas tant que ça en soi, et qui ont goûté certaines que j'ai et qui m'ont clairement dit oui, il y a vraiment une recherche et une délicatesse. Une délicatesse. J'en ai une par exemple qui est à base d'ail noir, de l'ail noir que je fais maison. Je fais confire à 60 degrés de l'ail normal en chemise. Je la mets à 45 degrés pendant 60 jours, excuse-moi. En bain-marie Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode à l'ancienne japonaise où on trempe dans la cire ou dans un gras animal. On laisse pendre comme ça, vieillir. Et là, c'est plusieurs... c'est 4, 5, 6, 7 mois, je crois. Moi, je le fais avec la méthode plus moderne, avec un autocuiseur. Je donne ma recette, c'est pas bien. Oui, si, il me semble. Je sais pas si on l'a évoqué. J'ai déjà eu cette discussion sur l'ail noir avec Nathan des Reflets, qui fait son ail noir aussi.
voilà. Mais je sais plus si c'était à l'antenne ou hors antenne. Allez réécouter l'épisode avec Nathan, vous me direz. Et du coup là je fais donc l'ail noir à 45 degrés pendant 60 jours et ensuite cet ail là je le transforme, je le récupère et je le c'est cuiseur à riz en gros. Oui, c'est ça. OK, donc il est cuit dans de la vapeur. Non, il y a pas un brin d'eau en fait, il y a pas d'eau, ouais. Il va cuire par lui-même, il va confire et développer des notes de cacao et de balsamique et une couleur bien brune, bien intense et cette odeur de vraiment d'oignon et de confit. Ouais. Confit cacao clairement. Comme le balsamique en gros, hein. C'est pour ça qu'il y a cette couleur brune, etc. Et du coup, après cet ail finalisé, je le transforme avec un mélange de jalapeno, poivre vert, feuilles de nori pour apporter un côté iodé. Et là, ça fait vraiment un équilibre, une association. Et cette sauce-là, j'ai fait peut-être 5 ou 6 prototypes pour avoir le rendu final où j'avais vraiment cette satisfaction du produit fini. Ouais, t'avais trouvé l'équilibre. C'est ça. Parfait. Bon, j'ai envie de goûter, hein, je te l'avoue. Tu vas goûter, t'inquiète pas. Bon, très bien. J'avais une dernière question. Donc on a parlé de la lactofermentation. Est-ce qu'il y a d'autres procédés pour faire une sauce au piment? Ah oui, bien sûr. En fait, la fermentation, c'est, comme on dit depuis le début, c'est surtout, pour de la conservation en premier lieu. Okay. Ensuite, il y a, un développement d'arômes et de saveurs. Déjà parce qu'il y a du sel, donc c'est un accessoire de goût, forcément, on n'ira pas à l'inverse. Mais donc développer des arômes, avoir une conservation sans avoir de passage au frigo, congélation ou autre. Donc garder le produit neutre. Et sinon, pour les sauces pimentées, on n'est pas obligé de passer par une fermentation. Ça peut être cuit comme ça, déjà frais, acheter du piment frais, même du piment en poudre. Tout est faisable, hein. C'est une base de sauce avec du piquant et ça, tout est faisable. Laissez place à votre imagination. Ok, des piments frais, une recette comme ça, piment frais. Piment frais, des framboises fraîches, un tout petit peu de vinaigre, une pointe de miel, mettre dans sa casserole, feu doux avec un film plastique ou deux pour que ça se tienne et laisser compoter tranquillement, longtemps. Le plus longtemps, plus c'est long, plus c'est bon. Et pas trop fort. Faut pas que ça crame dans le fond. Faut pas que ça réduise. Faut que ça prenne le temps. Ça mijote. Ouais. Faut que ça prenne le temps. Ouais. Et quand on l'a oublié, qu'on s'en rappelle qu'on a laissé ça sur le feu, on le récupère, on le mixe. Et là, on a quelque chose de. Le mieux, moi, je suis très coulis, très lisse. Du coup, je vais le filtrer dans un torchon ou dans une étamine si on a. Et une fois filtré, là, on a quelque chose de joli, de sirupeux. Et après, on peut même la monter au beurre et se faire une sauce au beurre pimentée. Ah non, mais tout est... J'aime bien cette idée d'association du piment et du fruit. On a commencé l'émission avec la cerise. Oui. On approche de la fin, je dois te l'annoncer. De l'accord du piment avec la framboise. Et je trouve que c'est un champ d'expérimentation qui m'intéresse et qui me tend les bras. Voilà. J'ai une dernière question à te poser. Le menu de tes rêves. Tu es au restaurant, tu es assis en salle, en cuisine, une brigade prête à te confectionner les plats les plus fous. Une entrée, un plat, un dessert. Ah là, tu me prends sur le vif. Je te cache pas que je fais ça toute la journée, donc. Ouais, mais là t'es de l'autre côté là. Là, je suis de l'autre côté. En vrai, quelque chose que j'ai, moi expérimenté moi de mon côté, mais que je kifferais, c'est quelque chose genre du monochrome, que du monochrome. Okay. Que une assiette blanche avec la garniture blanche, un beau poisson blanc nacré, une sauce blanche, tout blanc où on dissocierait presque pas les deux, le tout, presque une assiette invisible, tout en monochrome. Ça c'est un menu comme ça. Ouais, je prendrais une entrée en monochrome, un plat en monochrome et un dessert en monochrome. Alors un aliment qu'il y aurait dans l'entrée? Je sais pas, par exemple une assiette rouge avec après tu peux faire un monochrome avec deux couleurs, mais vraiment quelque chose de très très épuré. Une assiette rouge avec des fraises fraîches, un fromage pané au piment d'Espelette, du rouge avec du rouge et du rouge et du rouge. Tu vois. Ok. Ça. En plat on avait le poisson et en dessert ça donnerait quoi? Oula, en dessert. Un dessert monochrome. Un dessert monochrome, on peut partir, en vrai, on peut partir sur le chocolat et avoir une mousse au chocolat avec un craquelin chocolat et un moelleux chocolat en cœur, par exemple. Et une petite sauce au piment. Et un chocolat piment, par exemple. Ben voilà. C'est une folie. Ce serait une belle conclusion. Exactement.
Merci, on arrive à la fin de cet épisode, qui je l'espère donnera envie aux gens de découvrir la lactofermentation, soit en expérimentant ou soit à table en la dégustant. Pour ceux qui souhaitent te suivre, ils peuvent s'abonner à ton compte Insta, Ben la sauce officielle. Oui. Je vous partage tout ça sur les réseaux à la sortie du podcast. Ils peuvent échanger avec toi en off pour des recettes et éventuellement goûter aussi tes créations. Bien sûr. Voilà, je l'espère, on se retrouvera bientôt à pouvoir goûter ces sauces. Merci Ben. Merci à toi Lionel. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Vous pouvez suivre les aventures de Saveur sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous dans un mois. Et d'ici là, je vous invite à vous plonger dans les épisodes précédents de Saveur. Si vous souhaitez soutenir ce programme, vous pouvez laisser un commentaire sur les plateformes de podcast et mettre 5 étoiles. Je vous souhaite un bon appétit, de bons repas et de jolis plats. À bientôt.